Mes 5 jeux de la semaine, explications et critiques en moins de 5. C'est parti. Je commence avec Frankie Frogs from Outer Space. C'est un jeu de Friedman Freeze. C'est vert, ça commence par F et c'est un jeu toujours assez spécial dans son cas. Et c'est une petite boîte format Friday ou vendredi, donc c'est uniquement en solo. Un joueur, 14 ans et plus, 25 minutes par partie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Alors, on a une représentation d'une machine à boules, ou si vous préférez, un pinball ou un flipper. Alors, j'ai à l'intérieur une feuille de papier. Malheureusement, le matériel est coup-ci coup-ça dans le jeu. C'est essentiellement un jeu de cartes. Ça nous permet d'avoir la représentation de la machine en question. À notre tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre une main de 5 cartes et on va comme ça essayer d'activer la machine. Là, j'ai mis des cartes pour que vous puissiez comprendre. Donc, le but, c'est de déplacer une petite bille comme ça qui est pas vraiment nécessaire lorsqu'on a bien compris le jeu, puisqu'on va tout simplement lancer la balle, elle va le descendre dans la machine et selon l'emplacement, on va pouvoir jouer un certain nombre de cartes. En haut, on va essayer de faire apparaître le mot « Frogs » qui va nous donner des points. À chaque fois qu'on va le faire, on va marquer ici 500 points. Mais il y aura toujours la possibilité d'activer les multiplicateurs. Et c'est un peu ça qu'on veut faire dans le jeu, faire le maximum de points pour améliorer notre pointage. Ensuite, on va descendre dans la zone des bumpers. Les bumpers sont ici, donc ils sont en 3 couleurs. À chaque fois qu'on les joue, on active les bumpers. Ce que ça fait, ça nous fait piocher des cartes. Donc ici, 2 cartes à chaque fois. On va comme ça essayer de faire les bumpers. On peut également les faire remonter dans les lettres, remettre d'autres lettres et les faire descendre. Ensuite, on va essayer d'avoir les zones ici pour toucher les marqueurs qui sont le mot Ray et Gun. Donc, lorsqu'on va réussir à compléter ça, on va essayer de le faire 3 fois pour éventuellement aller porter notre balle ici dans le multiplicateur. Et là, ça va éventuellement marquer les bumpers. On va faire des points selon le nombre de bumpers qu'on aura fait. Et plus c'est un set collection, plus j'en fais, ça va de 50 points à 5000 points. Et c'est toujours par le multiplicateur. Et c'est là qu'on va faire un engine building pour pouvoir monter nos points. Et lorsqu'on arrive en bas, il faut jouer des flippers pour pouvoir faire remonter la balle. Donc, le jaune de ce côté-ci va envoyer la balle du côté gauche, le rouge du côté droit, ou j'ai les deux ici qui me permettent de choisir où est-ce qu'on va. Et en plus, ça me fait piocher 2 cartes. Tout ça, ça a l'air bien simple, mais on a un maximum toujours de 7 cartes en main. On ne peut pas dépasser 7 cartes. Donc, si on dépasse 7 cartes, on va devoir défausser. Et on va avoir des cartes ici qui vont être des malus. Donc, si j'ai 2 cartes comme ça qui arrivent dans ma main, je vais perdre une balle. Donc, c'est un peu la fin de notre tour. Ou tout simplement, dans le centre ici, 3 fois. Donc, quand j'ai 3 comme ça ou 2 comme ça met fin au tour. Ça, c'est des cartes que je peux jamais défausser, sauf lorsqu'on fait des fameux combos. Lorsque je réussis à faire un combo, c'est là que je vais me débarrasser des cartes malus qui vont me permettre de continuer notre partie. Donc, on a un système de un peu pousser sa chance, mais il y a également des cartes qui vont venir polluer notre deck. On peut également aller débloquer des extra balles, donc d'une balle supplémentaire et même des multiples balles et jouer avec jusqu'à 3 balles. Et à chaque fois, on réussit des fameux combos, on va multiplier les points et à chaque fois ici, on va suivre ça. Pas facile à suivre, un jeu très fiddly, petit jeu qui nécessite 25 pages, 27 pages de règles, donc c'est pas le plus facile et le plus convivial et c'est un jeu pour lequel j'ai eu un peu de problème à comprendre. Un coup compris, ça se fait bien. J'ai des pointages qui s'améliorent, mais c'est pas un jeu que je recommanderais forcément seulement si vous dites « Ah, c'est Friedman et c'est comme Friday ou vendredi », mais non, c'est un autre type de jeu assez complexe, assez différent de ce qu'il fait normalement. C'est toujours un ovni ludique, donc un ovni de grenouille dans ce cas présent. C'est intéressant pour la démarche. Je lui mets une note de 6 sur 10. Littoral, un jeu de Brian Burgoyne publié chez Randolph. Je dois préciser que je travaille chez Randolph, donc j'ai peut-être moins d'objectivité, mais comme c'est un jeu que j'apprécie, je tiens à vous le partager. Vous ferez votre propre opinion sur le sujet. Alors, c'est un jeu québécois qui est très simple, puisqu'on a, comme ça à l'intérieur de ce sac-ci, une belle carte postale sur laquelle on a un aide-mémoire de tous les effets des jetons. On a un livre de règles très simple.
Et on voit ici que c'est un jeu qui peut être transporté partout, donc à l'abri, à l'épreuve du vent, résistant à l'eau et tout terrain, donc un jeu idéal pour les vacances. Et en plus, il y a 0 mise en place. On prend le sac, on le met dans le centre de la table et on part la partie. Donc à notre tour, tout ce qu'on fait, c'est qu'on va piocher une tuile et on va regarder les deux côtés secrètement. On va décider quel côté qu'on va choisir et on va faire l'effet de la tuile. Chaque fois qu'on a une tuile qui est bleue ici avec l'effet rejoué, on le prend, on le remet à la mer dans le centre de la table et on repioche une nouvelle tuile. Donc c'est simple comme ça. Si j'y vais avec un isopode, petit insecte comme ça qui on retrouve sur la mer, même chose, c'est bleu, je remets au centre et je ressoue. Donc je repioche une nouvelle tuile, je choisis l'effet de ma nouvelle tuile. Donc j'ai un deuxième crabe ou ici un coquillage, donc c'est encore bleu. Je remets au centre et je continue. Donc, on peut vraiment faire des tours de variables au niveau de la durée. Mais on a également des tuiles qui vont arriver en blanc. Donc, lorsque j'ai une tuile blanche, je pourrais décider encore de remettre au centre. Ou je peux commencer à construire mon propre littoral. Donc, ici, on voit que les rochers vont attirer les crabes. Mais pour ce faire, pour faire un habitat de crabe, j'ai besoin de 2 tuiles. Donc, la première, je commence à le construire. Lorsque j'en aurai 2, je vais récupérer tous les crabes au centre de la table et je vais en voler un à un de mes adversaires. On va continuer pour d'autres tuiles. On a également dans le blanc les bécassos. Donc, les bécassos, c'est des oiseaux qui mangent des isopodes. Lorsque j'ai les bécassos, ben, je peux décider, si j'ai plusieurs bécassos dans le centre, d'aller manger tous les bécassos ou un nombre que je désire, parce qu'on va avoir comme ça un effet de hauteur. Donc, et tous les bécassos que je vais prendre dans mon littoral doivent avoir la même hauteur pour marquer. Sinon, je vais seulement conserver la pile la plus haute. Donc, ça peut être un choix également d'enlever des tuiles dans le centre et aux adversaires. Mais dans mon littoral à moi, je vais garder un essaim d'oiseaux qui ont tous la même hauteur. On peut également retrouver dans notre littoral des plages. Donc, les plages, on voit ici qui vont permettre d'aller récupérer les coquillages. Donc, une plage, un coquillage. Si jamais j'ai 2 plages, bien, je vais pouvoir aller récupérer jusqu'à 2 coquillages dans le centre. S'il y en a seulement un, j'en prends un. Donc, c'est exponentiel. Plus j'ai de plages, plus je peux aller prendre de coquillages. Et ça, je ramène ça dans mon littoral. Et finalement, si j'ai une vague, la vague a comme effet d'aller s'échouer sur la plage. Donc, elle va prendre une de nos plages et on va les retourner. À ce moment-là, je peux regarder mes tuiles et choisir qu'est-ce que je veux faire. Donc, je pourrais retourner une deuxième vague et refaire l'effet. Donc, celle-ci va retourner une nouvelle plage. À ce moment-là, je fais l'effet. Oh, on a mon deuxième nid. Je vais ici construire mon habitat pour aller chercher le crabe au centre et tous les crabes qui sont là et voler également mon adversaire. Donc, on voit qu'il y a un engine building quand même qui s'installe, même si c'est un jeu de push your luck. On a une stratégie qu'on va pouvoir construire d'une partie à l'autre. Donc, on va développer comme ça le sac jusqu'à temps qu'on n'ait plus de tuiles à l'intérieur. Ensuite, on va déterminer s'il reste des jetons dans la mer. On va déterminer qui a le plus de plages. Celui qui aura le plus de plages va remporter le centre de table. Ensuite, on va tout simplement empiler tous nos jetons comme ça. Et ça déterminera la hauteur de notre score. Et celui qui aura la pile la plus haute remportera la partie. Alors, c'est tout simple comme ça. Pas de mise en place, pas de comptage de points. Un jeu idéal pour toutes les occasions, spécifiquement en voyage, parce que c'est très portatif. Alors, c'était Littoral, qui est également disponible en version solo pour ceux qui aiment les solos et qui fonctionne, ma foi, très très bien. Sur ce, moi, je lui octroie une note de 7.5. Et on poursuit avec un tout mignon jeu, Mimose et Sam et les voleurs de fruits. C'est un jeu de Thomas Dagenais-L'Espérance, qu'on connaît entre autres pour Décrypto, ou Miller Zoo pour famille. C'est illustré par Caton et c'est de l'éditeur Locomuse, l'éditeur québécois, qui arrive avec un jeu familial, 2 à 4 joueurs, 5 ans et plus, 15 minutes par partie. Alors, c'est un jeu intéressant puisqu'on a affaire ici avec un jeu d'enquête et de déduction pour enfants, donc c'est peu commun et ça fait du bien. C'est pas seulement un jeu de mémoire et ça, mais moi j'aime beaucoup. Alors, on a ici les personnages dans le centre du plateau qui représentent nos 3 détectives qui sont de magnifiques standees tirés de la bande dessinée et le voleur. On ne sait pas c'est qui le voleur. Et là, un personnage, un joueur va incarner le voleur, les autres vont incarner les détectives. Donc, ça se passe en 2 phases. La phase du voleur, on va tout simplement brasser les dés comme ça et on va bouger du nombre total de dés. Donc, je bouge de 1, je bouge de 2, je bouge de 3.
Quel est le but du voleur? C'est de récupérer les fruits. Il y a 4 types de fruits autour du plateau. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont pas bons. Le but, c'est de ramasser les 4 bons et de retourner au centre pour remporter la partie. Lorsqu'il arrive sur un fruit, il regarde. Oh, pas l'air très très bon celui-là. Il le garde secrètement à lui et il va continuer à chaque tour pour faire le tour du plateau, aller récupérer les fameux fruits pour trouver les 4 bons. Tandis que lorsqu'on arrive au tour des personnages qui représentent les détectives, on va brasser et le personnage qui sera le premier joueur va distribuer les dés à chacun des joueurs autour de la table. Donc, ça sera les déplacements de chacun des détectives. Donc, un va se déplacer de 2 et là, on va essayer de faire une stratégie d'équipe pour dire j'avance de 1, j'avance de 2. Je vais essayer d'aller trouver ici des indices parce qu'on va aller cogner aux portes et on va essayer de dire qui est le voleur parce que tous les personnages sont représentés ici. On va y aller par élimination en essayant d'aller récupérer des indices de ce côté-ci. Si j'y vais avec l'autre joueur qui va avancer de 3, mais il peut aller de l'autre côté. Donc, 1, 2, 3. On cogne à la porte. Qui est-ce qui est là? C'est Prune. Alors, Prune, on sait que c'est pas elle, puisqu'elle est à la maison. On peut mettre un petit marqueur ici pour dire ce n'est pas ce personnage-ci. Et finalement, l'autre personnage qui va avancer de 3, ben, on peut dire 1, 2 et 3. Et il va essayer d'aller récupérer des indices laissés par notre fameux voleur. Parce que lorsqu'il récupère des fruits, il va laisser des indices. Alors, on peut demander maintenant au voleur, est-ce que tu es une souris? Le joueur qui fait le voleur a sa propre tuile, parce qu'au début de la partie, on les a tous mis sur le plateau, mais il en reste toujours une, et ça, c'est son identité secrète. Il peut regarder, est-ce que je suis une souris? Et il va répondre non. Mais là, eux ont un indice, donc ils savent que ce n'est pas une souris. Donc, c'est pas Didier, c'est pas Jules, et ce n'est probablement pas Louise non plus. On y va par élimination et comme ça, on essaie de trouver qui est le voleur. Le but des détectives, c'est d'essayer de trouver qui est-ce que c'est. Ensuite, il faut retourner au centre et accuser en disant « Je crois que tu es Gustave ». Et si c'est le cas, c'est remporté. Donc, tout mignon. J'aime beaucoup. Alors, ça permet de jouer également avec les parents. Ça amène un aspect de bluff et d'intrigue pour les enfants. Donc, je pense que ça devrait bien plaire. Du moins, c'est ce que j'ai eu comme retour. Alors, Mimose et Sam, je lui mets une très belle note de 7.5 sur 10. Et je poursuis avec le jeu Festival, un jeu très coloré qui arrive chez Scorpion Masqué. Encore une fois, je tiens à préciser que Scorpion Masqué, je suis un des propriétaires, donc mon opinion pourra être teintée, mais c'est un jeu que j'apprécie et je vous laisse faire votre propre opinion. Alors, c'est de Grégory Grard au niveau mécanique et Mélodie Leblond pour les magnifiques illustrations. Un jeu qu'on a ici de 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus, 20 minutes par partie. Alors, beau jeu de repêchage et de placement de tuiles pour faire un pattern building. Donc, on refait des feux d'artifice dans les cieux des différentes villes qu'on va avoir ici autour de notre plateau. Donc, les plateaux sont réversibles. Alors, j'ai Londres, Paris, Sydney et Montréal, donc en 4 couleurs différentes. C'est la thématique du jeu. Donc, on a 4 couleurs et on a 4 formes de feux d'artifice. Le but, c'est d'aller repêcher des tuiles ici, les mettre dans les cieux de nos villes et d'essayer de faire une course d'objectifs. C'est un jeu qui se déroule très rapidement. Donc, on va avoir des piles entre chacun des joueurs. Donc, la couleur ici, c'est toutes des tuiles vertes. Je le mets à gauche, tout le monde fait de même et on va dévoiler la première tuile de chacune des piles. Et on peut débuter la partie, donc c'est très simple. On va avoir ici des spectateurs qui vont être assistants de notre festival de feux d'artifice. On va choisir ou les sélectionner aléatoirement les côtés, parce qu'on a 4 types et c'est réversible de recto verso. On va avoir notre propre tuile d'objectifs qui sont à l'effigie de nos couleurs. Donc, on a un objectif de départ avec un 7 points à réaliser. On va avoir un marché d'objectifs ici qui, à raison de 4, vont être présentes et qui pourront changer dès qu'on prend une tuile, on la remplace. Et donc, c'est très simple à notre tour. On a le choix entre 2 actions. On prend une tuile ou on prend une carte. C'est tout. Ensuite, on va valider si on fait nos objectifs. On peut en tout temps les réserver jusqu'à 6 cartes, on part avec une, et lorsqu'on la réalise, on le met de l'autre côté et on a un total de 6 à accomplir.
Le premier qui réussit à faire 6 objectifs met fin à la partie, ou aussitôt qu'on a une pile de complètement épuisée, ça met également fin à la partie. Ensuite, on passe au décompte. Chaque plateau, comme je l'ai dit, est asymétrique parce qu'on a une couleur prédominante. Donc ici, à Montréal, je cherche les feux d'artifice verts et j'essaie de trouver ce symbole-ci, puisqu'à chaque fois qu'on va les avoir à la fin de la partie, ça va me donner des points. Ça va me donner des points selon la hauteur, parce qu'on peut également y aller en superposition de tuiles. Alors, c'est ce qui en fait un petit jeu très stratégique malgré tout, donc assez intéressant. À notre tour, 2 actions, on prend une tuile ou on prend une carte, tout simplement. Donc, je peux être tenté de prendre celle-ci parce qu'elle est verte et c'est ce que je veux réaliser. Par contre, celle-ci, c'est la forme que j'ai besoin. Donc, je pourrais dire, je peux y aller dans l'une des deux. Et là, il faut que je regarde mon objectif à moi qui est en bleu et en jaune. C'est ni un ni l'autre. Ici, par contre, j'ai la tuile idéale qui est la bonne forme et la bonne couleur. Mais comme elle n'est pas à côté de moi, je ne peux pas aller la prendre. Je dois toujours choisir entre la tuile à droite et à gauche. Mais on a toute la même composition des tuiles à l'intérieur. C'est juste que l'ordre est aléatoire. Donc, on peut quand même planifier notre partie. Donc, je pourrais décider à mon tour de prendre une tuile tout simplement comme ça, de révéler la prochaine. Et on fait le tour de table comme ça. Le but, c'est de marquer, donc lorsque j'ai joué ma tuile, la prochaine chose que je fais, c'est que je regarde si mon objectif est fait. Si elle est fait, je le confirme et on continue. Ensuite, rendu à mon autre tour, je pourrais dire, ben, je pourrais peut-être être intéressé d'aller récupérer cette tuile-là. Et je mets ça ici. Donc, ça, c'est une carte objectif qui, éventuellement, je pourrais faire. Donc, le but, c'est d'avoir ici ce symbole-ci, mais à la deuxième hauteur, et un vert en dessous. Bon, c'est pas tout à fait ce que j'ai en partant. Et ça me donnera 4 points de victoire. Donc, aussitôt que je fais, je le mets de l'autre côté, je le confirme, et on enchaîne comme ça les parties. Quand il y a une carte de prise, on la remplace, et on joue comme ça notre partie jusqu'à temps d'avoir épuisé une pile ou d'avoir complété nos 6 objectifs. C'est rapide, c'est stratégique malgré tout. C'est un jeu qui nécessite pas beaucoup de pages de règles, une dizaine de pages, qui ma foi, est assez grand public et en étant un beau mélange de stratégie et de planification. Donc, c'est pour festival chez Scorpion Masqué et je lui donne une belle note de 7.5 sur 10. Et on y va pour le dernier et non le moindre. Vous savez, je garde toujours le meilleur pour la fin. Avec Wonderland's War, c'est un jeu de Ben et Tim Esner. C'est également Ian Moss qui était au design et Manny Tremblay aux illustrations qui apporte vraiment une touche spéciale et magique à ce jeu-ci. Druid City, l'éditeur original Lucky Dog Game en français. C'est un 2 à 5 joueurs, 30 minutes par joueur et c'est 14 ans et plus. Et vous voyez, c'est magnifique au niveau des illustrations, complètement éclaté. Et on aime ça. Un jeu de stratégie de majorité qui se prend pas au sérieux. Quoi demander de plus? Donc, on a affaire avec un jeu ici dans lequel on va se dérouler en 2 phases. Donc, au début, on va choisir le personnage. C'est vraiment des personnages asymétriques qu'on connaît très bien dans le monde d'Alice. Donc, la Reine de Cœur, le Chapelier Fou. On a également le Chat et on a Alice. Donc, tous des personnages avec des pouvoirs asymétriques. Ça, c'est très, très bien. On va avoir différents jetons qui vont être en lien avec notre personnage. Certains paysans qu'on pourra récupérer durant nos actions. On a des forces de personnages qui sont asymétriques, qu'on va devoir débloquer donc pour aller les chercher. On a une force de notre chef, parce que notre chef va être présent durant la partie, puisqu'on fait affaire avec un système en 2 phases. Donc la première phase, c'est la phase de thé. On va pouvoir mener notre personnage autour de la table pour aller récupérer des cartes. On fait ça 4 fois et on va aller chercher différentes actions qui vont nous permettre d'augmenter notre bag, parce que oui, c'est un bag building et ça c'est génial. Donc on va avoir en débutant la partie différents jetons qui vont représenter notre personnage. Donc on a ça ici, Alice de force de 1 et 2. On a des artefacts de force 3 qu'on pourra également aller récupérer en débloquant. On a de la forge pour pouvoir épurer notre deck et aller reporter des jetons ici qui vont nous donner des bonus. Et également de la folie. Donc, folie de type 1 et 2. Donc, ça, lorsqu'on pioche ça, ben, on va perdre des paysans. Donc, il y a vraiment un push your luck très intéressant. Et la folie, il y en a plein au centre. On pourra en récupérer durant la partie. Certaines fois, ça peut même être bénéfique. Alors, c'est la beauté de ce jeu-ci. Donc, différents lieux de confrontation. On en a 5 au total et c'est des pointages qui vont être variables de partie en partie. Donc, on voit que ça se déroule en 3 manches. Donc, à chaque tour, on fait nos 4 actions de repêchage de thé. Ensuite, on fait les 5 combats. On répète l'opération 3 fois et c'est celui qui aura le plus de points de victoire à la fin qui va remporter la partie. 3 decks de cartes. À chaque tour, on va changer.
Lorsqu'on va vouloir repêcher, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre personnage, on va se rendre sur un lieu, on prend la carte et on fait l'action de la carte. Donc la carte va être enlevée, le prochain personnage va devoir continuer. Donc ça reste des endroits qui seront plus accessibles. Lorsqu'on a fait le tour du plateau, on arrive ici, on va regarnir le marché et on voit qu'on va brasser un dé de folie. Et là, on va récupérer des éclats comme ça. Ça, on veut pas ça nécessairement. Parce qu'à la fin, celui qui en a le plus va récupérer des jetons qui vont aller polluer son sac. Par contre, bon, il y a une mécanique pour les enlever. Alors, c'est assez intéressant. C'est un aspect que j'aime beaucoup du jeu. Donc, ces actions-ci nous permettront d'aller mettre des personnages sur des lieux qu'on fera les combats. On va permettre également d'augmenter la force de notre personnage, d'aller chercher des compétences qu'on va débloquer, d'aller récupérer certains personnages qui vont être ici, qui vont être changeants à chaque partie. On a un immense paquet. Et c'est des bonus qu'on aura, donc on va pouvoir les positionner dans des lieux et avoir des forces en lien avec notre personnage et des compétences spécifiques. On va avoir également des artefacts qu'on va récupérer, qu'on va pouvoir remettre dans notre sac et qui vont renforcer notre deck building. Donc c'est beaucoup de composantes très intéressantes qui arrivent. Et bon, la principale mécanique, c'est d'aller se faire un back building avec les personnages qui sont ici. Toujours les mêmes à chaque partie. Par contre, on a une configuration en 4. Donc, selon notre setup de départ, on va choisir donc A, B, C ou D. Ou une composition de tout ça pour avoir des compétences et des alliés qui vont avoir de forces différentes. Alors, lorsque la phase de thé est complétée, on va, celui qui aura le plus de jetons, on va défausser la moitié des jetons, mais prendre des jetons qui vont polluer son deck. Ensuite, on passe à la fiction de combat. Et là, selon l'emplacement de l'épée, on va résoudre dans l'ordre tous les combats. Donc, chacun qui sera présent va faire une confrontation et on fait un push your luck avec notre bague pour faire sortie de jetons qui vont nous donner des forces et des compétences, qui va faire bouger le marqueur ici. Donc, c'est une course à celui qui aura le plus, celui qui abandonne le premier ou celui qui a trop de folie. Ensuite, on va déterminer le gagnant. Le gagnant va faire des points de victoire et va également avoir la possibilité de construire un château. Donc, les châteaux vont nous donner une de force pour le prochain combat. Donc, il y a double avantage de gagner. Le deuxième va faire la moitié des points qui sont ici. Donc, il y a tout le temps intérêt d'être dans le combat. Et si jamais vous n'êtes pas présent, ben, il y a même un système de pari qui va nous permettre de dire qui, selon nous, va remporter le combat et remporter des récompenses conséquentes. Donc, beaucoup de belles mécaniques dans ce jeu-ci. Une belle rejouabilité avec tous ces composantes-là qui sont interchangeables durant les parties. Alors, ça en fait un jeu de back building et de push your luck très spécial qui fait en sorte qu'on aime presque faire la guerre. Pour la qualité de son matériel, sa rejouabilité avec les nombreuses composantes, les illustrations qui en fait un de mes plus beaux jeux de Meldotech, ben, je lui mets une magnifique note de 8.5 sur 10.